Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Sunday Natural. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est spécialement venu à Berlin nous retrouver. William Kadmiri, bienvenue chez nous. Bonjour tout le monde, bonjour Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Donc un réel plaisir d'être ici, de découvrir toute l'équipe à Berlin, de découvrir les locaux et d'apprendre plein de choses sur Sunday, des choses que j'imaginais pas. Donc très agréablement surpris. En tout cas, on est ravis de t'accueillir. Pour celles et ceux qui te connaissent pas forcément, peut-être tu peux dire un peu qui tu es. Moi, je sais juste ce qu'il y a sur ton profil, donc micronutritionniste, formateur, mais aussi plus récemment ambassadeur de Sunday. Donc pour ça, merci pour ta confiance. Ça fait déjà presque 3 ans en fait que tu recommandes les produits Sunday à ta patientèle, et je pense que oui, c'est bien de savoir un petit peu plus sur ton background, ce que tu penses, et même de parler de micronutrition et de nutrition en général au sens large pour celles et ceux qui ne sont pas encore initiés. Avec grand plaisir. Pour la partie perso, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 petites filles, je suis marié et j'habite depuis peu au Portugal. Pour la partie professionnelle, même si la partie professionnelle maintenant elle fait partie aussi du perso parce que c'est un mode de vie pour moi, la naturopathie. Donc je suis naturopathe depuis 2017, je suis coach sportif, mais c'est une profession que j'exerce plus vraiment. J'ai commencé le coaching sportif en 2011. J'ai fait à peu près 8-9 ans de coaching et puis petit à petit, j'ai basculé vers la naturopathie avec au fur et à mesure une pratique qui a évolué, qui s'est vraiment détachée de ce que j'ai pu apprendre dans mes premières années, de ce que j'ai pu mettre en place. Et aujourd'hui, je vais plutôt parler de thérapie fonctionnelle. Le mot naturopathie, je pense qu'il englobe pas suffisamment cette manière de fonctionner. Le mot médecine holistique pour les médecins va être médecine fonctionnelle pour les médecins va être plus intéressant à utiliser. Moi, j'ai envie de dire que je suis un thérapeute holistique. Voilà, et je vais utiliser tout ce qu'il y a de bon pour pouvoir amener la personne que j'accompagne vers la santé et mettre en place les outils, utiliser les outils pour que la personne puisse remettre son énergie vitale sur le bon rail. Ceux qui entendront ça et qui font de la naturopathie se diraient ça c'est de la naturopathie. Oui, mais il y a une façon de voir la naturopathie qui est un petit peu old school que moi, avec laquelle je n'adhère pas. Et c'est d'ailleurs tout l'objet des formations que je propose et qu'on propose avec mes collègues, avec Marion Paré, Johan Manon. On a une vision à 360 qui intègre aussi la partie biologique, qui intègre aussi la partie diagnostic, même si on n'est pas apte à faire du diagnostic. On prend en considération le fait qu'il faut réorienter vers des médecins fonctionnels qui ont une vision à 360 pour parler de santé. Et que la naturopathie, comme on la voyait dans les années 60-70, selon moi, et c'est vraiment un positionnement que j'assume, elle est désuète et elle ne répond plus aux problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Et du coup, les gens, quand ils viennent te voir, ils viennent déjà avec une problématique un peu spécifique. Comment ça se passe, par exemple, dans une consultation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'osent pas passer le pas d'aller vers les naturopathes en général et restent avec leur médecin. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe chez toi? Alors, je vais répondre à ta première question, mais avant ça, je pense que c'est en train de changer. Tu disais que les personnes consultent peu de les naturopathes, mais c'est en train de changer. Il y a eu vraiment un virage à 180 depuis le Covid, avec la téléconsultation qui s'est développée, avec le fait qu'il y a eu une méfiance envers la médecine traditionnelle, qui a amené beaucoup de monde à se reporter vers les médecines naturelles. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bien de tourner le dos à son médecin, pas du tout. Moi, au contraire, j'encourage à avoir une approche intégrative de la médecine, c'est-à-dire combiner les différentes approches, avoir un interlocuteur médecin qui va pouvoir poser un diagnostic, qui va pouvoir orienter sur les problématiques d'urgence, mais avoir aussi son naturopathe ou son thérapeute holistique qui va pouvoir travailler sur le terrain, travailler sur les fondations, corriger les carences, travailler sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, etc. Et toutes les sphères finalement qu'on aborde en naturopathie. Ensuite, pour répondre à ta question, les personnes qui viennent me consulter, malheureusement, elles viennent déjà avec une problématique. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que le naturopathe, là où il va être le plus efficace, c'est en prévention. C'est avant que la maladie ne s'exprime, pouvoir corriger, équilibrer le terrain. Quand je dis le terrain, il faut imaginer que c'est comme le terrain d'un potager. On veut que nos fruits, nos légumes poussent correctement. On va faire en sorte que la terre soit de bonne qualité, qu'elle soit arrosée, qu'elle soit bien exposée au soleil, etc. On va faire attention aux micronutriments qu'il y a dans la terre. Et le terrain, on peut voir ça comme notre microbiote, notre biologie, nos carences, notre système nerveux, nos hormones, etc. C'est tout ça notre terrain. Et normalement, le naturopathe, il va être très efficace en prévention. Aujourd'hui, on est confronté à une autre problématique. On doit
utiliser de la thérapeutique naturelle à travers de la phytothérapie, à travers des micronutriments, pour pouvoir corriger des problématiques que soit la médecine allopathique ne prend pas en considération parce que les personnes sont dans une zone grise, elles sont pas suffisamment malades pour qu'on leur donne un traitement, mais elles sont pas en bonne santé non plus, ou soit parce que les thérapeutiques ne fonctionnent plus, il y a trop d'effets secondaires et les personnes se tournent vers des outils naturels avec moins d'effets secondaires. Donc voilà, malheureusement, je suis beaucoup plus confronté à des personnes qui ont des problématiques, qui ont des pathologies plus ou moins graves, et pour lesquelles malheureusement la médecine allopathique n'apporte pas suffisamment de réponses. Et selon moi, on va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est dommage qu'on soit segmenté, que la personne ne comprenne pas ou plutôt le système n'intègre pas la personne dans une médecine vraiment holistique, avec le médecin qui prescrit les bonnes analyses, qui va faire le bon diagnostic, et le thérapeute qui va se servir de ce diagnostic pour pouvoir mettre en place tout un arsenal de conseils, de compléments alimentaires, de plans, plein de recommandations qu'on peut donner pour accompagner. Et tu trouves que du coup la naturopathie en France, ça a changé? Je sais qu'il y a différentes visions, en tout cas par rapport à nous, ce qu'on voit en Allemagne. Il y a beaucoup plus de Heilpraktiker, c'est comme ça qu'on appelle. C'est aussi parfois des médecins qui sont à la fois médecins et naturopathes. On utilise beaucoup plus le thé, les plantes, les bains comme prévention, mais aussi comme thérapie. Est-ce que toi, tu peux m'en dire plus sur la naturopathie aujourd'hui en France? Alors, bon, déjà, la naturopathie allemande, elle a énormément influencé la naturopathie française. C'est quelque chose qui est traditionnel, qui est ancré dans la tradition depuis bien longtemps. En France aussi, c'était potentiellement le cas. Je sais pas, j'étais pas né pour voir ça. J'imagine que le médecin de famille faisait plus que de donner juste du Doliprane pour la douleur. Et j'imagine qu'il intégrait des conseils d'hygiène de vie. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus du tout le cas. En France, la naturopathie, de ce que moi je connais, donc je pratique depuis 2017, il y a eu une détérioration, mais clairement, quand j'ai fait mes études, on nous alertait déjà sur le fait qu'on allait être considérés comme des charlatans. Et moi, j'assume ce rôle-là, c'est pas grave. J'ai aucun problème avec le fait que on n'adhère pas avec cette vision de la santé, c'est OK. Après, moi, j'ai pas de mauvais retour, j'ai pas cette retombée médiatique, etc. Parce que les gens qui viennent me voir, les gens qui me posent des questions sont déjà dans cet écosystème où ils sont au courant de tout ça. Clairement, quand quelqu'un me consulte, il n'a pas intérêt à venir s'il n'est pas déjà un minimum informé pour pouvoir considérer qu'il va falloir faire des efforts sur son hygiène alimentaire, qu'il va falloir peut-être intégrer des compléments alimentaires, qu'il va falloir changer radicalement certaines choses. Donc moi, je suis un peu biaisé. Les gens qui viennent me voir sont déjà accoutumés du fait, sont déjà curieux de la naturopathie, consomment déjà du contenu sur Internet. On l'a vu depuis les événements Covid, etc. Le monde prend deux directions radicalement opposées. Que ce soit au niveau géopolitique, à tous les niveaux. Et au niveau de la santé, c'est pareil. Avant, on était dans un melting pot de... Tout le monde s'intéresse plus ou moins à la santé naturelle, mais sans aller vraiment dans le détail, sans creuser le sujet. Aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement formés, extrêmement alertés sur les sujets de santé, qui prennent le temps de se renseigner, de se former. Nous, dans les formations qu'on propose, on a 50-60% de débutants. Et pourtant, on apporte du contenu vraiment spécifique. C'est vraiment du contenu de niche. Pourtant, on attire énormément de personnes du grand public. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une vraie recherche d'autonomie aujourd'hui. Donc, on est dans deux catégories, la population qui va intégrer des notions techniques, qui va se former, qui va devenir autonome parce qu'on est face à un système de santé en France qui se casse la figure, mais à un niveau pas possible. Et puis, il y a les personnes qui restent dans l'inconnu. Je vais pas juger ce pan de la population parce que pour moi, c'est juste une méconnaissance du sujet, mais qui va avoir une éducation. Voilà. Ils n'ont pas la chance peut-être d'être en contact avec les bonnes informations, ou en tout cas, ils vont tout de suite être confrontés à la diabolisation de la naturopathie, donc ils vont pas avoir la curiosité d'y faire face. Aller plus loin, voilà. Donc il y a deux segments qui se mettent en place et du coup moi je m'en fais pas du tout parce que si on a, je sais pas, une partie 30%, 50% de la population qui s'intéresse aux médecines naturelles, bah, en fait ça va faire que grossir, quoi. Et puis moi je l'ai vu depuis le Covid, finalement à partir du moment où ils ont commencé à vouloir diaboliser la naturopathie, j'ai jamais eu autant de demandes. Et sur les réseaux sociaux, on n'a jamais autant fonctionné. Alors est-ce qu'ils interdiront la naturopathie sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils censureront le contenu qu'on va pouvoir diffuser?
Il y a toujours moyen de... Les gens sont curieux. Les gens essaieront toujours de se former et d'aller chercher la vérité. Donc là-dessus, je m'en fais pas. Et du coup, dans les consultations là, que tu dis que ça a vraiment augmenté depuis le Covid et tu vois quand même des récurrences dans les problématiques que les gens t'apportent. Ouais, au niveau des récurrences, au niveau des cas auxquels j'ai affaire, ça va être beaucoup les problématiques hormonales. En fait, si on ne fait pas de la médecine allopathique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que le corps est subdivisé en différents organes et qu'on voit la problématique dans son ensemble, on pourrait considérer que toutes les problématiques se ressemblent. Globalement, c'est une perte de vitalité. Je suis pas assez ancien dans le milieu, ça fait 7 ans que je fais des consultations, ça fait pas 30 ans pour dire qu'il y a eu un changement radical au niveau de l'énergie des personnes et au niveau des problématiques auxquelles on a à faire face. Mais quand j'écoute des vieux naturopathes, ils ont tous le même message, c'est-à-dire que le niveau de santé, globalement, a baissé. Un niveau de santé, pour le comprendre, c'est la capacité à faire des symptômes. Plus on a un niveau de santé élevé, plus on va faire des symptômes aigus, courts, mais pas chroniques. Et plus notre niveau de santé est bas, plus on va traîner quelque chose. Et donc les pathologies chroniques, les pathologies dégénératives, les maladies latentes, cette zone grise là où on n'est jamais vraiment bien, etc. Je pense, la conséquence de notre baisse de notre niveau de santé, qui est en lien avec notre dénutrition micronutritionnelle, qui est en lien avec la sédentarité, le stress, la pollution de toutes sortes, lumineuse, électromagnétique, etc. Le manque de contact avec la nature, le manque de contact avec la lumière du jour, le soleil. On en parlait ce matin, le manque de lumière à Berlin. Voilà, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai déménagé au Portugal, pour avoir de la lumière, pour être beaucoup plus proche des éléments. Bon, bref, on est beaucoup plus confronté à des problématiques chroniques. Et si tu veux, les cas auxquels j'ai à faire face, c'est des problématiques hormonales. Donc, ça veut dire de la dévitalisation. Des gens qui ont des problèmes de fatigue chronique, qui ont des troubles hormonaux qui peuvent se traduire chez la femme par des dérèglements du cycle menstruel, par de l'endométriose, par des syndromes des ovaires polykystiques. J'ai beaucoup de femmes ménopausées aussi qui viennent chercher des solutions, qui viennent chercher surtout de l'information, malheureusement parce qu'elles ne sont pas du tout au courant de ce qui peut s'offrir à elles. Et là, je ne parle pas que de la branche naturelle, je parle aussi de la branche allopathique avec les traitements hormonaux de la ménopause. Elles n'ont aucune éducation là-dessus, ou du moins elles ont uniquement la vision négative du traitement hormonal de la ménopause. Ça, c'est un long sujet, je ne pense pas qu'on va non plus trop creuser, sinon ça peut durer des heures. Donc, des problématiques hormonales beaucoup, de la fatigue, des troubles digestifs énormément aussi, de l'optimisation aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec la volonté d'optimiser, qui ne sont pas encore malades, mais qui veulent chercher à maximiser leurs chances de rester en bonne santé, de bien vieillir. Moi, personnellement, c'est ce que je fais pour moi. Je fais des bilans de médecine fonctionnelle où je vais creuser, je vais regarder mes déficits et je vais essayer d'optimiser alors que j'ai aucun problème de santé. Je touche du bois, mais enfin, non, je touche pas du bois parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Forcément, on est sonne naturel, on vend des compléments alimentaires ce que tu disais aussi avec le Covid, on voit aussi, nous, les types de consommateurs et consommatrices qui viennent vers nous et on a l'impression aussi que les compléments alimentaires, c'est devenu presque une norme maintenant de se supplémenter pour différents sujets. Tu penses quoi de la place des compléments alimentaires en 2024 ? Je pense qu'en France, on a toujours 10 ans de retard sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, pour les bonnes et les mauvaises choses, mais pour les compléments alimentaires, selon moi, c'est une bonne réponse au mode de vie occidental. En tout cas, à moins de doper les aliments qu'on consomme en micronutriments, donc ce serait faire la même chose, c'est-à-dire donner des compléments alimentaires, c'est ce qu'ils font déjà, hein. Les animaux sont supplémentés aussi, hein. Certains animaux sont supplémentés en vitamine B12, etc. La place des compléments alimentaires, aujourd'hui, elle fait pas débat, ou en tout cas, je veux bien débattre avec une personne qui estime qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir certains, pas forcément tout ce qui peut exister, mais au moins quelques compléments alimentaires bien ciblés. Moi, je le vois dans les bilans que je conseille. Les seules personnes qui ont des bilans vraiment carrés, sans carence, c'est des sportifs qui se supplémentent depuis longtemps, qui sont souvent dans le milieu de la musculation, donc qui ont pris l'habitude de se supplémenter depuis bien longtemps, parce que voilà, les compléments alimentaires, c'est arrivé grâce aux sportifs, comme souvent d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui se démocratisent grâce au sport, parce que dans le sport, on veut de l'optimisation pour la performance. Et donc, à force de vouloir optimiser la performance, forcément, on obtient aussi des résultats positifs sur sa santé. Finalement, c'est les sportifs qui nous ont appris qu'il fallait se supplémenter, par exemple, en magnésium, en zinc. Il y avait un complément alimentaire qui était ultra consommé dans le milieu du bodybuilding, c'est le ZMA.
le magnésium et le zinc, tout simplement. Et ça, c'était utilisé pour la récupération, pour l'anabolisme musculaire, pour plein de choses. Et aujourd'hui, on l'utilise pour tout, pour le système immunitaire, pour le sommeil, pour l'anxiété. Ça y est, maintenant, les gens prennent du magnésium et du zinc, mais les bodybuilders, ça fait des années. Donc, je fais une petite digression, mais donc pour revenir à ta question, les compléments alimentaires, selon moi, c'est une norme, ça devrait être une norme, en tout cas pour certains compléments alimentaires bien spécifiques. On peut parler de la vitamine D, par exemple, ici à Berlin. Il n'y a pas le choix, il faut supplémenter, c'est tout. À moins de partir en vacances toutes les semaines. Toutes les semaines, tu vois, tu vas passer le week-end au soleil, tu vas t'exposer 2 jours à fond, tu vas prendre tes 10 000 unités par jour, ça te fait 20 000 unités de vitamine D dans la semaine, ça va limiter la casse. Mais sinon, non, et même dans les pays où il y a de l'exposition solaire, malheureusement, on voit des carences. Et là, je prends l'exemple de la vitamine D, mais tu en as des tonnes. Peut-être qu'une personne qui mangerait des produits de très très bonne qualité avec une grosse densité nutritionnelle, ce qui voudrait dire faire attention à la source de l'aliment et faire attention à avoir les meilleures combinaisons alimentaires, et c'est en théorie possible, pourrait ne pas avoir de carence. Et ça devrait peut-être être l'objectif de tout le monde. Moi, j'essaye au maximum d'avoir mes nutriments dans l'alimentation. Mais même comme ça, c'est pas dans l'optimum. Ou bien il faut manger beaucoup plus. Il y a une autre problématique, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui on mange moins qu'avant. On mange moins de calories. Alors pourquoi on grossit? Ça, c'est d'autres problématiques. Par exemple, le métabolisme qui chute, notre manque d'activité physique, on fait monter l'insuline avec les aliments ultra sucrés qu'on mange, etc., etc. Le stress, le manque de sommeil, tout ça, ça participe à la perte de poids, à la prise de poids. Mais on mange beaucoup moins de calories qu'il y a plusieurs siècles. Et donc, on a déjà des aliments qui sont pauvres en micronutriments parce que les sols sont complètement appauvris. Et en plus de ça, on mange moins de calories. Et on mange pas les bons aliments. Donc, c'est quasiment incontournable aujourd'hui. Et est-ce que tu trouves qu'avec la science, on a un peu plus aussi d'études sur justement l'efficacité de certaines plantes, l'efficacité de compléments alimentaires, de combinaisons aussi? Alors, les études, faut pas attendre les études pour commencer à mettre en place des choses. Et pour la phytothérapie, il y a la tradition qui existe depuis des millénaires et on peut se baser dessus pour pouvoir utiliser certaines plantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les progrès de la science et avec la multitude des études qui sortent sur les compléments alimentaires, sur certaines vitamines, etc., on a encore plus d'arguments et surtout la sécurité pour pouvoir conseiller certains compléments alimentaires avec certaines doses, chose qu'on n'avait pas forcément avant. C'est à partir des années 50, 60, vraiment que la micronutrition elle a commencé à se développer. Mais malgré tout, je pense qu'il n'y a pas encore assez d'études parce qu'il n'y a pas assez de financement, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, d'études indépendantes sur les compléments alimentaires. Et c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté d'énormément de vertus, de plein de micronutriments qu'on pourrait conseiller pour des pathologies et qui pourraient être utilisés par des médecins pour traiter plein de pathologies. C'est le cas avec certaines vitamines, hein, c'est déjà le cas. Mais il y a déjà des études qui sortent sur des micronutriments à des doses élevées, à des doses supraphysiologiques. Donc là, on ne parle pas de compléments alimentaires, mais pour traiter, pour améliorer le pronostic dans certaines pathologies. Il n'y a pas assez de financement. Mais c'est déjà bien ce qui se passe avec les études qui sortent. Je ne pense pas qu'il faille attendre qu'il y ait 20 000 études sur une plante pour justifier de pouvoir l'utiliser, si elle est utilisée depuis des millénaires. Moi, je pense par exemple à ce qui s'est passé après le Covid. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient encore les symptômes, ce qu'on appelle du coup le Covid long, sans vraiment alternative parce que ça n'existait pas avant. Du coup, ils se sont tournés vers les compléments alimentaires. Tu vois ça du coup pour d'autres... Pour d'autres problématiques. Ouais. Je ne sais pas si c'est des problématiques nouvelles, mais en tout cas, par exemple, prenons l'exemple de l'endométriose. L'endométriose, une pathologie féminine. Les femmes comprennent de plus en plus l'importance de l'hygiène de vie et de la supplémentation et de la phytothérapie, notamment à travers certaines plantes qui peuvent améliorer l'équilibre hormonal et ressentent les effets. Donc, je ne vais pas dire que c'est une norme, malheureusement, ce n'est pas encore la norme de prendre des compléments alimentaires et de changer son hygiène de vie, changer son hygiène alimentaire quand on a de l'endométriose, mais ça commence à changer. Et moi, par exemple, quand j'ai des femmes qui ont de l'endométriose en consultation, je suis content de voir que beaucoup prennent déjà des oméga 3. Beaucoup prennent déjà potentiellement des antioxydants, du magnésium pour diminuer les spasmes musculaires, pour diminuer les douleurs pendant les règles. Beaucoup commencent déjà à mettre en place des changements au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'hygiène alimentaire. Donc ça change grâce aux réseaux sociaux, entre autres, et c'est une bonne chose. Justement, tu as fait une formation sur la santé féminine avec tes collègues. Je voulais savoir quel sujet tu abordes généralement, parce que je vois qu'on accélère pas mal, comme tu disais, les découvertes sur les hormones féminines actuellement. En tout cas, moi, en tant que femme, j'en entends parler un peu plus que ce que je voyais auparavant. C'est pas nouveau pourtant, tout ça. Eh ben en fait... tu vois, dans la formation qu'on a faite, alors c'est Marion Paré et Johan Manon, hein, un petit coucou. Dans la formation qu'on a faite, la majorité des études sur lesquelles on s'est basé,
sont des anciennes études parce qu'il n'y a pas beaucoup de renouveau, parce qu'en fait, c'est de la physiologie. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qui existent depuis très longtemps, qui sont connus, sauf qu'aujourd'hui, il y a une sorte de réveil. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, ah oui, par exemple, c'est vrai qu'à une époque, on utilisait la progestérone chez les femmes qui avaient un déséquilibre hormonal. Aujourd'hui, on leur donne des progestatifs, des molécules de synthèse dérivées non naturelles, des substances qui reproduisent à peu près, avec tous les effets secondaires, les effets de la progestérone. Et ben aujourd'hui, on commence à réutiliser de la progestérone. C'était des choses qui étaient conseillées par les médecins. Personne dans ma famille a une problématique hormonale, une personne de plus de 50 ans, elle m'expliquait que dans le passé, son médecin lui donnait des ovules de progestérone et qu'on lui a jamais proposé des progestatifs parce que les molécules n'existaient soit pas encore, soit parce que c'était pas encore la norme, ou en tout cas on utilisait des remèdes naturels. Alors la progestérone, c'est une molécule de synthèse, quand je parle de progestérone bioidentique, mais elle est bioidentique, c'est-à-dire que c'est la même molécule que le corps fabrique et donc elle n'a pas tous les effets secondaires. Et elle est dérivée d'une substance naturelle. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour te dire que selon moi, en fait, on a déjà tout. C'est pas qu'on découvre de nouvelles choses, c'est qu'on revient à des choses plus simples parce qu'on voit les limites de la médecine allopathique à outrance. Je parle bien de la médecine allopathique à outrance, je parle de la surmédicalisation et bon, je ne vais pas parler à sa place, mais le professeur Raoult, il en a parlé longuement pendant le Covid avec ce qui se passait sur la diabolisation d'anciens traitements qui pouvaient marcher, qui ont été balayés d'un revers de la main, qui ont même été enlevés. Les autorisations de mise sur le marché ont été enlevées pour certains traitements qui étaient très efficaces et qui marchaient depuis très longtemps. Mais on veut de nouvelles molécules. Donc il y a, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il y a un business dans l'industrie qui fait qu'il faut de nouvelles molécules, de nouvelles solutions, alors qu'il y a des trucs qui marchent très bien. Mais c'est comme ça, c'est une entreprise, elle doit grossir, donc il faut des nouvelles thérapeutiques, etc. Donc en fait, pour la santé, il y a beaucoup de choses où c'était mieux avant. Pour les progrès de la chirurgie, les progrès techniques, ça c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Et il n'y a pas photo. Il vaut mieux vivre en 2024 qu'au XVIIIe siècle pour une problématique aiguë, une infection aiguë, une problématique chirurgicale. Mais pour la prévention, clairement, c'était mieux avant. Enfin, un slogan comme ça. C'était mieux avant. On est en train de tourner là en plein octobre rose. Tu as fait un post récemment sur Instagram pour parler de la recherche sur le cancer du sein. Est-ce que toi, tu as eu des cas, des patientes qui sont venues vers toi pour avoir justement une aide en plus de la thérapie ou c'est pas encore arrivé? Pour mettre les choses dans leur contexte, j'ai fait un post qui mettait en évidence les carences du budget alloué à la prévention dans Octobre Rose. Et ce qui m'énervait un petit peu, c'était que on parle de diagnostic, mais la meilleure chose pour pas avoir un cancer, c'est de le prévenir. Et il n'y a rien qui est mis en place pour la prévention. Et la prévention primaire, c'est ce qui se passe dans l'assiette, ce qui se passe dans la biologie, faire des examens qui aujourd'hui sont plus remboursés comme la vitamine D, qui permettent ça dans toutes les études. Il y a une corrélation inverse entre les taux de vitamine D et le pronostic des cancers et le risque de développer un cancer. Donc c'est un peu ça mon coup de gueule. Est-ce que j'ai des femmes qui viennent me consulter pour un accompagnement au niveau de leur cancer du sein? Oui, beaucoup. Soit qui viennent d'apprendre qu'elles ont eu un cancer et qui veulent accompagner leur traitement, leur chimio, etc. Soit des femmes qui sont en rémission et qui veulent limiter les récidives. Donc oui, c'est un sujet qui revient souvent, le cancer du sein. Et parmi les autres passage obligé dans la vie d'une femme, il y a aussi la ménopause. J'avoue que, comme tu disais, on n'a pas assez de connaissances, mais moi, à mon âge, je devrais pouvoir me préparer facilement et avoir tous les outils possibles pour vivre ça au mieux. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à ces femmes qui appréhendent ce passage? Tu vois, le fait que les femmes ne savent pas ce que c'est que leur cycle menstruel, ne connaissent pas leurs hormones, pour moi, c'est une vraie problématique qui vient d'un manque d'éducation de la part de l'ancienne génération. Mes parents, par exemple, connaissent rien en hormonologie, mais de base, des trucs basiques. Et aujourd'hui, on est obligé d'apprendre des banalités sur ce que c'est que la progestérone, ce que sont les œstrogènes et ce que c'est que le cycle menstruel, qui devrait être inculqué à l'école primaire, au collège, au lycée. Alors, on a peut-être 1 heure de SVT sur la reproduction avec le cycle menstruel. Moi, personnellement, en seconde, j'y comprenais rien du tout. Et aujourd'hui, on est dans... Finalement, les gens n'ont pas le choix que de reprendre en autonomie parce qu'ils voient très bien que ça va être compliqué les années à venir avec le système de santé qui se casse la figure.
Donc ça, c'est une vraie problématique. Maintenant, les conseils que je pourrais donner à une femme ménopausée ou à une femme qui rentre dans la ménopause, c'est de considérer la ménopause comme un passage physiologique, mais qui a des conséquences non négligeables sur sa santé, et pas que des conséquences visibles ou avec des symptômes un peu embêtants pour certaines très handicapants comme les bouffées de chaleur, mais avec des conséquences plus ou moins graves à long terme. Et là, je ne suis pas en train de vouloir alerter les femmes, mais sur la santé cardiovasculaire, santé osseuse, santé immunitaire, santé métabolique, etc. Donc le meilleur conseil, c'est déjà de ne pas attendre la périménopause, c'est-à-dire les quelques années avant la ménopause, pour commencer à prendre soin de soi. La ménopause, finalement, ça se prépare toute sa vie. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir une bonne hygiène de vie le plus tôt possible dans sa vie, elle va arriver à la ménopause avec une bonne santé osseuse, avec une bonne sensibilité à l'insuline, avec un bon sommeil, une bonne gestion du stress et une bonne éducation alimentaire qui va lui permettre de traverser cette période avec le moins de désagréments possible, avec de l'information, de la connaissance sur les options qui s'offrent à elle. Parce que nous, dans la naturopathie, on va être, faut le dire, limité sur ce qu'on peut faire chez une femme ménopausée. On va être limité finalement aux symptomatiques et au travail du terrain, sur les carences micronutritionnelles, sur l'équilibre au niveau du sommeil, de l'activité physique, etc. Il y a quand même plein de choses à faire. Mais ce plein de choses à faire, ça représente peut-être moins de 50% de ce qui peut être intéressant à faire chez certaines femmes, beaucoup de femmes, peut-être pas tout le monde. Et ça, c'est de la médecine, c'est l'hormonologie, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Et il y a de très bons médecins qui en parlent très bien, et je ne vais pas trop rentrer dans le sujet parce que regardez du côté du docteur Michel Mouly qui a fait 2 très bons ouvrages sur la ménopause et qui explique justement la désinformation autour du sujet. On en parle dans la formation sur la santé de la femme. On a tout un chapitre de plusieurs dizaines d'heures, pas dizaines d'heures, mais je pense qu'il fait 8 heures sur la ménopause, où on rentre dans le détail sur tout ce qu'il faut comprendre sur les problématiques hormonales. Et les traitements allopathiques qui existent, c'est les traitements bioidentiques. Bon, c'est une parenthèse qui serait longue à détailler, donc on va la refermer. Mais voilà, on va dire qu'il y a moins de 50% de choses naturelles, de choses qui dépendent, on va dire, de soi. Et puis les 50%, c'est la chute hormonale qui est inéluctable, qui arrive aussi moins violemment chez les hommes. Mais chez les hommes, ça se voit moins parce qu'il n'y a pas l'arrêt des règles. Et donc, les hommes ne savent pas forcément qu'ils rentrent dans l'andropause. Ils voient des changements au niveau de leur masse adipeuse, au niveau de leur force, au niveau peut-être de leur libido. Mais là aussi, on a des hommes qui, à 60 ans, ont le physique d'un mec de 30 ans et qui ont une très bonne libido et qui ont une très bonne santé mentale, physique, etc. parce qu'ils n'ont jamais lâché les efforts. Et très souvent, c'est des sportifs. Pas de secret. J'avais une question même d'un de nos collègues. Les naturopathes se basent généralement sur des bilans de santé, mais aussi sur des analyses. Ce que tu pensais des analyses biologiques fonctionnelles? Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Je ne me vois pas donner des conseils spécifiques, on va dire, ajustés chez une personne sans connaître sa biologie. Alors, je vais pouvoir faire des hypothèses, en naturopathie, il y a beaucoup d'outils d'anamnèse qu'on peut utiliser, mais personnellement, je ne les utilise pas et j'assume ne pas les utiliser, et justement au profit de la biologie. Donc, je préfère utiliser la biologie qui va me permettre de voir plein de marqueurs qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe en arrière-plan et faire de la vraie prévention. Et puis même, la personne, ça lui permet de comprendre que les conseils qu'on lui a donnés, ils sont réels, que ce n'est pas juste des hypothèses. Il y a un témoin sur une prise de sang qui lui montre que ses hormones sont à ce niveau-là, elle a une déficience à ce niveau-là, il y a un déséquilibre peut-être au niveau du microbiote. Bon, il y a des tonnes et des tonnes d'analyses qu'on peut faire en fonction des problématiques. Donc pour moi, c'est incontournable. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile parce que la majorité des marqueurs ne sont pas remboursés. Donc même si la personne demande à son médecin, ce ne sera pas pris en charge. Et même pour les marqueurs basiques, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une ordonnance de son médecin parce que la sécurité sociale en France fait des économies, parce que ça devient très compliqué maintenant de faire des choses très basiques, et même parce qu'il faut attendre des fois plusieurs mois pour avoir rendez-vous avec son médecin généraliste. Donc, j'en avais parlé récemment sur Instagram, le fait de peut-être allouer un budget annuel à ces analyses, sachant qu'en France, on a encore la chance de pouvoir aller dans un laboratoire et payer par soi-même ces analyses sans ordonnance. Et en médecine fonctionnelle, en biologie fonctionnelle, on va avoir la possibilité d'utiliser des marqueurs qui ne sont pas utilisés pour des pathologies aiguës, mais pour des problématiques chroniques ou pour des problématiques qui ne sont pas encore installées et qui vont nous permettre de prévenir ces pathologies.
Merci en tout cas. Je pense qu'il y a plein de choses même en tant que consommateur, on ne sait pas et on ne sait pas où aller. Et on ne sait pas aussi tout le budget qu'on doit préparer justement à côté. En plus de ça, prendre soin de sa santé, ça coûte de plus en plus cher. Donc, c'est vrai qu'il y a ça, plus les compléments alimentaires, plus les médicaments qui ne sont pas forcément remboursés. C'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est même un peu dur parfois quand il y a des gens qui ont des maladies chroniques, ce genre de choses, de pouvoir se dire accepter que c'est un budget qui doit être récurrent, quoi. Alors, je vais quand même donner une touche d'espoir, c'est que il y a énormément de problématiques qui pourraient être régulées, prévenues par l'hygiène de vie, sans complément alimentaire. J'ai fait une vidéo récemment sur YouTube, les 14 commandements pour être en bonne santé, où je considère que c'est un peu comme dans la loi Pareto, il y a 20% de nos actions au quotidien qui peuvent avoir un impact sur 80% de nos problématiques de santé qui peuvent s'installer. Ces 20%, ils sont gratuits. Ces 20%, c'est l'exposition à la lumière, c'est l'alimentation, c'est l'assiette, c'est le sommeil, c'est l'activité physique, c'est la vie sociale, c'est tout un tas de choses que je détaille dans ma vidéo, donc allez la voir. Merci pour le Je fais un tips. petit peu de pub pour ma chaîne YouTube là. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut prévenir, qu'on peut réguler avec une très bonne hygiène de vie. Ça demande plus d'efforts. Il y a certains compléments alimentaires qui sont pas très chers. Bon, pourquoi j'ai choisi Sunday Natural, moi à la base, hein, c'est pour le rapport qualité-prix, clairement. C'est parti d'une problématique avec ma patientèle. Des gens qui me disaient, bon bah William, là, je peux pas. Clairement, il y a la consultation, il y a les analyses, je ne peux pas payer tant de compléments alimentaires. Alors que des fois, c'était pas grand-chose ce que je leur demandais. Et clairement, j'ai découvert après Sunday, j'ai vu les rapports qualité-prix et ça m'a permis de proposer des paniers avec peut-être 3 fois plus de compléments nécessaires. Bien sûr, il ne s'agit pas de consommer du complément pour consommer du complément. Je ne suis pas du genre à conseiller la surconsommation de compléments alimentaires, mais ça m'a permis vraiment de diviser pour les personnes les coûts par 3. Et là, je suis sérieux, hein, c'est vraiment diviser les coûts par 3 pour le panier moyen. Donc c'est pour ça à la base que je me suis intéressé à Sunday. Et après, bon, de fil en aiguille, j'ai découvert plein de produits. Et je te disais, même, je découvrais des produits sur le catalogue Sunday, en recherchant. Et c'est vrai que bah, as une influence maintenant sur Instagram. En tant que formateur aussi, tu es proche des professionnels. Qu'est-ce que tu trouves, à tes yeux, qu'un laboratoire de compléments alimentaires doit apporter pour que justement ces professionnels puissent recommander les produits sans trop se poser de questions Alors, la première chose, c'est d'abord ne pas nuire aux consommateurs. C'est-à-dire que peu importe si le produit est bien ou mal formulé, dans le sens où est-ce qu'on met la bonne combinaison, le bon dosage, premièrement, il ne faut pas qu'il y ait d'additifs toxiques, de toxines, de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds, de polluants. Il y a eu énormément de scandales avec les marques américaines qui mettaient des polluants ou même des produits dopants qu'on retrouvait, par exemple, dans le marché du complément alimentaire pour la musculation, on retrouvait des sportifs, des stéroïdes anabolisants dans certains compléments alimentaires, dans la whey, etc. Puis les mecs développaient bien leur masse musculaire. Ça marche bien. Ça marchait bien. Du coup, c'était un bon argument marketing. Donc la première chose, c'est d'être sûr de la traçabilité, de la qualité du produit. C'est aussi quelque chose qui m'a plu chez Sunday, c'est que vous mettez à disposition le PDF avec tous les tests de contamination. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est une bonne formulation. C'est-à-dire que utiliser les bonnes formes, les formes biodisponibles, les bonnes combinaisons pour que la personne puisse avoir des effets bénéfiques en prenant ce produit. Puis après, il y a le coût du produit. Alors, oui, on est dans un podcast Sunday, mais moi, je le dis face cam, les produits Sunday, je les ai recommandés bien avant d'être ambassadeur de la marque. Donc là-dessus, je vais répéter ce que je disais toujours, c'est que les produits Sunday, quand on achète une boîte, on en a pour 3-4 mois des fois. C'est pas la boîte où elle est remplie à 30%, il faut prendre 4 gélules pour avoir la dose de principe actif, le bon dosage. Chez vous, ce qui me plaisait, c'est que j'achetais une boîte qui était déjà pas trop chère et puis j'en avais pour 4 mois, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a le rapport qualité-prix qui est important, qui est indéniable. Donc, oui. Et après, si un laboratoire peut en plus de ça proposer tout un tas de produits pour éviter que la personne ait besoin de faire 4 paniers différents dans 4 marques, chez 4 marques différentes, c'est encore mieux. Et du coup, c'est quoi tes produits favoris, ton top 3 Alors, chez Sunday? j'avais vu cette question et c'est impossible d'y répondre. Franchement, parce que moi, les produits que je recommande chez Sunday, c'est toujours en fonction de la problématique de la personne. Donc, je les recommande pour toi-même, je dirais. pour moi-même. Vitamine D,
Moi, je teste beaucoup de choses, hein. Je teste beaucoup de choses. Donc, tous les mois, je vais tester de nouveaux Pour principes aller sur actifs. des topics différents, des sujets un peu spécifiques. Voilà, par exemple, les plantes adaptogènes. J'ai consommé pendant très longtemps la maca. Moi, j'adore la maca. J'adore le goût, en fait. À la base, je la consommais plutôt pour le goût. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore le goût. Je mélange ça dans un yaourt ou même des fois juste avec de l'eau. On me prend pour un fou, mais non, je bois la maca avec de l'eau. Je mélange. Donc, il y avait la maca que je consommais beaucoup à un moment donné. Euh, Globalement, les plantes adaptogènes chez Sunday, j'aime bien. J'ai découvert aussi les thés. Les thés, je ne savais pas qu'il y avait autant de thés. Je ne savais pas qu'on pouvait, dans une marque de compléments alimentaires, avoir aussi accès à des thés. Et puis là, récemment, j'ai découvert aussi la gamme aromathérapie. J'ai été choqué là, de savoir qu'il y avait autant d'huiles essentielles disponibles sur le site et toutes bio quasiment. Euh, Difficile de répondre. Bon, donc, désolé, je vais botter un peu en touche. Il y a Ça trop de marche. produits, vous avez trop de produits intéressants et des fois, je passe des heures sur le site. C'était le but aussi de notre fondateur, c'est d'avoir cette boîte à outils pour naturopathes, pour qu'ils aient tous les produits qui peuvent être intéressants justement de recommander à la patientèle. Je suis contente que tu puisses pas choisir parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes encore aujourd'hui et que c'est vraiment ce que toi tu recherches en tout cas dans ta pratique. Bah, je vais le redire, hein, mais bon, les gens commencent à le voir. C'est pas pour rien que j'ai choisi Sunday. Il y a plein de propositions. Donc, c'est pas pour rien que j'ai choisi Sunday. Et vraiment, ouais, il y a le choix. Et pour leur thérapeute, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. Et puis, en fait, il y a tout. C'est-à-dire que même pour faire de la micronutrition de pointe, on a les bons dosages, on a les bonnes formes. Prends l'exemple de la vitamine B3, vous avez 3 formes. La choline, là, vous en avez enlevé une, mais il y avait 3 formes avant. Et les deux qui restent sont très bien aussi. Il y a plein de choses très intéressantes qu'on peut, qu'on peut conseiller pour faire de la micronutrition de pointe, on va dire ça comme ça. Merci en tout cas pour tout ce que tu viens de dire. Je t'ai préparé un petit quiz. Enfin, c'est pas vraiment un petit quiz, mais en gros, là, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on aille très vite où tu me dis pour ou contre, avec une petite phrase pour expliquer pourquoi tu dirais pour ou plutôt contre. Alors attention, c'est parti, on passe dans l'alimentation. Manger du Picard, pour ou contre? Parce que ça permet de faire gagner énormément de temps aux gens et ça leur permet de transitionner vers une alimentation meilleure. Et globalement, on trouve des choses bonnes au goût chez Picard avec des compositions correctes. Donc pour Nice. Prendre un petit déjeuner salé. la base. Le café, Avec modération. le thé. Oui, mais avec modération pour les femmes qui sont carencées en fer. Tous les thés ou les tisanes? Non, là on parle des thés, Ouais, juste le thé alors. les catéchines. Mais pour les tisanes, après là aussi, hein, la tisane c'est de la phytothérapie, donc on peut utiliser des tisanes en fonction de plein de problématiques. Il y a des tisanes qu'on va déconseiller pour certaines personnes. Attention, l'alcool, Moi je suis contre. compte totalement, Je bois plus une goutte. même pas modérément. C'est quoi modérément? Parce que si c'est... Désolé, hein. Désolé. Si c'est boire 3-4 verres par semaine, ou boire un verre par soir, etc., c'est déjà trop. Après, ça dépend de sa tolérance à l'alcool. Ça dépend des autres facteurs de pollution qu'on peut avoir à travers son alimentation, son sommeil, son stress, la pollution environnementale, etc., qui font que ça peut s'accumuler et vraiment faire un effet cocktail négatif. Donc, je préfère quand même dire contre, parce que c'est vraiment pas très bon pour la santé, pour plein de raisons. Les boissons énergétiques, alors il y a du Red Bull, il y a du Club Maté ici à Berlin. Alors, les boissons énergétiques, le fait de prendre de la caféine ou de la théine avec d'autres acides aminés, etc., ça peut être très intéressant. Et on peut avoir des boissons énergétiques bien formulées. Le problème, c'est toujours soit le sucre, soit les édulcorants, soit certains additifs. Par exemple, dans le Red Bull, il y a un truc très intéressant, c'est la taurine. C'est peut-être le seul truc intéressant, avec peut-être en petite quantité, mais je parle bien des petites quantités de caféine, pourquoi pas. Mais il y a une vraie accoutumance à la caféine qui se met en place, une dépendance avec toutes les conséquences sur la fatigue, sur le sommeil. Donc, je conseille les boissons énergétiques que dans certains cas très spécifiques, ponctuellement, pour des efforts physiques ponctuels, pas tout le temps, parce qu'après on s'accoutume à ces boissons et on n'arrive plus à performer sans, pour des efforts intellectuels, mais pas au quotidien. À la cantine, on a souvent du pain et du produit laitier à chaque repas, pour ou contre. Le pain, si c'est des farines anciennes, ok. Si c'est des farines hybridées, blé moderne, contre. Les produits laitiers, ça dépend.
Ça dépend pour qui, ça dépend quel type de produit laitier, fermenté, cru, pasteurisé, chèvre, brebis, lait de vache, quelle caséine, tu vois, c'est pas possible d'y répondre. Si c'est juste le camembert, Camembert, baguette. ouais, c'est ça. À long terme, ça risque de poser problème pour les intestins, et pas que. Attention, les power naps, comme on appelle ici, les siestes de 20 minutes en gros. Magnifique, moi c'est mon quotidien. Nice, on devrait faire ça au bureau. Ah, c'est top. L'alimentation végane, mais pour des raisons de santé. Non, sauf certaines populations adaptées génétiquement à une alimentation à tendance Vegan. végane. Je dis à tendance parce Donc que végétalienne. ou une flexitarienne. Hmm. Une flexitarienne, mais après, il y a toujours des différences individuelles, mais pour la masse, non. Pour la masse, non, mais là, on parle bien de la santé. Pour certaines personnes, aller vers un régime alimentaire relativement faible en produits animaux, est-ce qu'il faut tout supprimer? Selon moi, non. Mais il y a toujours un contre-exemple pour me faire dire le contraire. Donc, pour la masse, non. Et l'alimentation crue, pour ou contre? Pareil, si je dois parler de la masse, plutôt contre. Même s'il y a certaines individualités qui peuvent tolérer le cru en grande quantité, mais le problème c'est que l'alimentation crue en général c'est aussi du végétalisme. C'est-à-dire qu'on va aussi enlever les produits animaux, sauf si on fait un crudivorisme avec de la viande crue, du poisson cru, des œufs crus, voilà. Et les régimes alimentaires restrictifs? Ça dépend pour qui. Par exemple, une personne qui a des intolérances alimentaires et qui doit travailler sur son microbiote intestinal pour travailler sa porosité intestinale pendant quelques mois, faire des restrictions, faire des évictions, oui. Et après, si on parle de certains aliments qui sont vraiment néfastes, est-ce que les restreindre, c'est vraiment les restreindre? Est-ce que, par exemple, je suis fait pour manger du bois? Non. Donc, si cet aliment-là, il ne fait pas partie de ce pourquoi je suis fait physiologiquement, j'ai aucun intérêt à le mettre dans mon alimentation. Donc, dans ce cas-là, je vais le restreindre. Et ben, le blé moderne, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil. Donc, c'est des choses à consommer ponctuellement, pourquoi pas, dans des circonstances spécifiques, mais je ne vais pas recommander aux gens, ou je vais plutôt déconseiller aux gens d'en consommer régulièrement. Donc, on va être dans l'éviction, oui, en quelque sorte. Et maintenant, le jeûne intermittent en tant que traitement? Alors, le jeûne intermittent, c'est un outil pour moi très intéressant pour plein de choses. Le problème, c'est que très souvent, je constate que le jeûne intermittent, il est fait sur le matin, c'est-à-dire décaler le petit déjeuner ou sauter plutôt le petit déjeuner, ce qui va se traduire par une prise alimentaire très souvent très tard dans la soirée, avec potentiellement des compulsions alimentaires si la personne n'a pas eu son apport calorique suffisant sur ces 2 repas qu'elle a réussi à prendre le midi et le soir. Donc les gens vont grignoter le soir, vont avoir du binge eating, vont avoir de l'hyperphagie, pardon, et dans ce cas-là, je le déconseille. Par contre, si le jeûne intermittent est mis en place en dînant le plus tôt possible, par exemple, sans avoir un impact sur son apport calorique total, c'est-à-dire que la personne a réussi elle maintient son apport calorique, sauf si elle mangeait trop, mais elle maintient son apport calorique sur 2 ou 3 repas, mais sur une fourchette courte, pourquoi pas? Mais en général, quand on fait du jeûne intermittent 16-8, en 8 heures, on a le temps de faire que 2 repas. Ça dépend ce qu'on mange dedans, mais on n'a pas les capacités digestives pour digérer un 3e ou un 4e repas. Et si on n'a pas un gros appétit, une grosse capacité digestive, on va avoir du mal à manger ses calories sur ces 2 repas. Donc en fait, ça dépend pour qui. Et puis les femmes sont parfois aussi sujettes à des variations hormonales chez qui le jeûne intermittent va être plutôt déconseillé. Mais c'est quand même un très très bon outil, notamment pour réguler l'insuline. On continue et on finit sur l'alimentation. L'alimentation bio, faut la privilégier? Pour moi, c'est Pas logique. toujours. Pour moi, c'est logique dans le sens où on ne devrait pas parler d'alimentation bio, on devrait parler d'alimentation non bio. Et on devrait estampiller les produits non bio d'un label non bio. Et tout le reste, ça devrait être sans marque. Enfin, on ne devrait pas avoir de label bio pour définir qu'un aliment est pur, quoi. En fait, c'est logique. C'est l'inverse qui devrait être mis en évidence. Est-ce que tout le monde peut aller vers le bio? Oui et non. Après, de quel bio on parle? Est-ce que tous les pays ont les mêmes normes? Non. Le mieux, c'est de consommer local, si possible, et de consommer avec les rythmes des saisons. Si vous consommez local, déjà, vous avez plein de problèmes qui n'en sont plus. L'agriculture intensive, si on mange des produits de pâturage, on peut voir sa vache qu'on va manger le soir même. Bon. Voilà, après, il faut voir en fonction des sensibilités. Je sais que dans le podcast, il y aura peut-être des personnes végétaliennes qui écoutent, donc l'objectif, c'est pas de heurter ces personnes-là, c'est simplement de dire qu'il faut manger local. Et si on mange local, déjà, il y a plein de problématiques qu'on peut soulever dans le véganisme qui n'en sont plus, parce qu'on ne parle pas d'abattoirs, d'élevage intensif avec des abattoirs dans des conditions extrêmes. Maintenant, je passe dans la partie complément. Pour ou contre le collagène? Pour. Les protéines whey? Ça dépend pour qui, parce qu'il peut y avoir des personnes allergiques à certains acides aminés dans la whey. C'est pas si rare que ça.
Et après, ça dépend aussi de la qualité de la whey. Mais pour un produit de qualité, dans la whey, des fois, on a certains acides aminés qui peuvent générer des allergies. La lactalbumine, la bêta-lactoglobuline, qui peuvent générer des allergies alimentaires. C'est pas hyper fréquent, mais c'est pas si rare que ça. Les formules liposomales. Ça dépend pour quel complément alimentaire. Ça dépend pour quelle sensibilité digestive. Prenons l'exemple de la vitamine C. Chez Sunday, vous la proposez dans différentes formes. Par exemple, la liposomale, je ne vais pas la recommander pour tout le monde. Je vais la recommander dans certains cas où il y a des défauts d'absorption. Parce que la vitamine C, en règle générale, elle est bien absorbée. Ou bien chez les estomacs irrités. Les personnes qui ne supportent pas la vitamine C, dans ce cas-là, on va utiliser une forme liposomale. Donc ça dépend pour quel complément. Pour certaines personnes, ce n'est pas utile d'aller vers du liposomal. Par contre, pour certains micronutriments, ça peut être utile pour maximiser l'absorption, notamment quand le micronutriment est connu pour ne pas être bien absorbé. Prenons l'exemple de la curcumine, par exemple. Et sinon, à propos des algues en tant que complément alimentaire, pour ou contre? Parce qu'elles peuvent apporter énormément de nutriments intéressants qu'on retrouve peu dans d'autres aliments, comme l'iode, comme les oméga 3 pour les personnes véganes, qui ne peuvent pas avoir d'oméga 3 EPA, DHA autrement que par la conversion de l'ALA qu'on va retrouver dans les végétaux. Pour faire simple, les personnes véganes, leur seule source d'oméga 3, elle vient de leur capacité à transformer les oméga 3 d'origine végétale, qui ne sont pas les plus intéressants. Et cette conversion, elle est très faible chez l'être humain. Ou en tout cas, on a perdu nos capacités à convertir ça. Et il peut y avoir certaines personnes qui sont génétiquement adaptées à convertir l'acide alpha-linolénique en EPA et en DHA, mais c'est pas la norme. Donc les algues vont permettre de contourner ce problème-là en apportant directement du DHA à un type d'oméga 3 qui va être beaucoup plus anti-inflammatoire que l'ALA et qui va être très intéressant et tout de suite utilisable par l'organisme. Elles sont aussi connues pour les sources de fer aussi? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une algue qui est connue pour les sources de fer, ça va être la spiruline. Et la spiruline n'est pas une algue, c'est une cyanobactérie, c'est une bactérie en fait qui est cultivée dans des lacs. C'est pas une algue, mais c'est vert et ça ressemble à une algue et beaucoup de gens se trompent là-dessus. Et la spiruline est naturellement riche en fer et elle peut être aussi enrichie par des techniques en fer. Et c'est une très bonne source de fer qui peut être bien absorbée, mais il faut en consommer suffisamment pour avoir du fer. Et une personne qui prend 1 milligramme de spiruline, une petite gélule et qui a une grosse carence en fer, clairement, ça ne marchera pas. Moi, je le conseille plutôt en entretien ou en complémentation d'une alimentation riche en fer, donc en général beaucoup plus carnée, pour pouvoir maximiser l'apport en fer. En dernier, les huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Oui, là, c'est une médecine à part entière, l'aromathérapie. Je ne suis pas spécialisé en aromathérapie. J'ai une collègue, d'ailleurs, coucou Patricia Chapuis. Si vous voulez consulter une très bonne aromathérapeute, je fais sa pub. Elle n'est pas très active sur les réseaux sociaux, mais vous la trouvez très facilement en tapant son nom sur Google, Patricia Chapuis. Elle est vraiment experte dans son domaine. Et les huiles essentielles, moi, je renvoie vers elle. Parce que c'est une spécificité dans la naturopathie qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'investigation. J'ai pas pris suffisamment de temps pour aborder les huiles essentielles en profondeur, pour pouvoir les conseiller suffisamment en pratique. Mais oui, c'est pour moi une médecine à part entière. On continue avec des choses un peu plus globales. Qu'est-ce que tu penses de la détox annuelle, pour ou contre? Je vais dire pour parce que ça peut être très intéressant. En fait, le terme détox, il a été un peu galvaudé. Quand on parle de détox, on parle globalement mettre le système digestif au repos, économiser de l'énergie pour que cette énergie puisse être mise au profit des mécanismes naturels de détoxication par le foie, parce que en fait, la détoxication hépatique, c'est un mécanisme qui est en place chaque seconde de notre vie. Faire fonctionner les intestins pour bien éliminer nos selles, donc on peut prendre des plantes pour ça. Il y a plein de thérapeutiques naturelles, soit des plantes, soit des micronutriments qui peuvent être utilisés pour pouvoir vider les intestins, pour soutenir aussi la vessie, pour soutenir les reins, la peau aussi, c'est une façon de détoxifier. Globalement, c'est intéressant. Mais attention, il y a quand même des personnes qui font des détox, des purges trop régulièrement et qui n'ont pas l'énergie pour pouvoir mettre en place ces processus-là. Donc, en naturopathie, normalement, quand on met en place une détox, on doit toujours veiller à ce que la personne ait de l'énergie. Donc, on parle de faire une cure de revitalisation quelques semaines avant de mettre en place la détox. Parce que si on demande avec des plantes à une personne de soutenir, par exemple, l'élimination de la bile pour pouvoir nettoyer le foie, j'utilise des guillemets parce que c'est pas vraiment comme ça, ou qu'on lui donne des plantes qui vont être diurétiques, qui vont la faire uriner beaucoup, etc., ça va lui demander de l'énergie au niveau du système nerveux. Et cette énergie, si elle ne l'a pas déjà, elle va se retrouver encore plus fatiguée, elle va en vouloir à son naturopathe de lui avoir conseillé ça. Donc pour la grande majorité des personnes, oui, ça peut être intéressant. Pour d'autres personnes, il faut peut-être d'abord se revitaliser. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que l'esprit et le corps doivent être traités ensemble pour avoir une guérison optimale? C'est logique, mais ça, on le comprend. Même quelqu'un qui est très cartésien
qui est très matérialiste, il va comprendre qu'une personne qui est pas bien dans sa tête, elle va générer du cortisol, elle va générer des hormones de stress en excès qui vont perturber son système immunitaire, qui vont perturber sa digestion, sa fonction hépatique, donc le foie. Ça va avoir un impact sur son sommeil, sur son comportement alimentaire. Donc forcément, ça va se traduire par des problématiques physiques. Et après, il y a d'autres problématiques peut-être plus spirituelles. C'est pas mon domaine, je m'y intéresse énormément et je réoriente. D'ailleurs, en médecine holistique, on veut avoir cet arsenal de thérapeutes. Le naturopathe, le thérapeute manuel, le psychologue, l'hypnothérapeute, le masseur, le coach sportif, le médecin allopathique, l'allopathe bien sûr. Et on veut avoir tout le monde rêve de ça. Tout le monde rêve d'une clinique où il y a des médecins avec des ostéos, avec des coachs. Comme son équipe, en fait. Son exactement. Équipe de performance. Exactement. Mais le problème, en fait, c'est quoi? C'est que on est tous soumis aux mêmes problématiques. Le temps, l'argent. Mettre en place ça coûte extrêmement cher. Le patient, il faut qu'il puisse tourner faire sur les ses différents... propres démarches, oui. Voilà. Mais bon, après, si on veut aller plus loin, tout l'argent qui est mis en place pour la sécurité sociale, qui est gaspillé au quotidien, on pourrait investir ne serait-ce que, je sais pas, à 5% de ce budget pour créer un parcours de soins holistique qui permettrait d'économiser des milliards. Quand une personne passe... Pour la prévention, pour la prévention, oui. Une personne qui se fait opérer, une personne qui a une opération parce qu'elle a fait un cancer ou elle a fait une pathologie, il faut regarder les chiffres. Hein. C'est pas 300 € de complément alimentaire ou d'analyse. Hein. C'est 50 000 €, c'est 100 000 €. Il y a des médicaments qui sont remboursés qui coûtent 45 000 € pour traiter des pathologies. La boîte coûte 45 000 €. Enfin, c'est des trucs. Donc, on n'est pas sur les mêmes budgets. Et il y a une volonté, hein, clairement, qui est faite de ne pas être dans la prévention. Après, on peut me traiter de complotiste, tout ce qu'on veut. Hein. Je l'assume, je suis un gros complotiste. Ce sera la conclusion. On continue dans les sujets un peu touchy si tu veux, mais il ne reste que quelques minutes. Okay. Qu'est-ce que tu penses d'un enseignement nutritionnel à l'école? Waouh, ce serait génial. Je pense qu'il ne faut pas attendre de l'école. Beaucoup de choses, oui. Voilà. Je pense que c'est à chaque personne. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi là, on est biaisé parce qu'on s'adresse à des personnes qui s'intéressent déjà à ça. Elles le font déjà. Elles vont consommer du contenu sur les réseaux sociaux, elles vont lire des articles, elles prennent déjà des compléments alimentaires. Mais il faudrait que ça s'étende. L'école, malheureusement, ne va pas apporter ça aux enfants, en tout cas pas en France. Peut-être dans certains pays de l'Est, certains pays nordiques qui ont cette culture de la prévention, qui ont aussi cette culture de mettre en avant les enfants et de les faire évoluer dans certains pays asiatiques. C'est pas le cas en France et ce sera jamais le cas. Et c'est de pire en pire. Donc, il faut que chacun prenne sa responsabilité et alloue du temps à sa santé, à tous les domaines qu'on a délégués à l'État. On a délégué la santé, on a délégué la sécurité, on a délégué l'éducation financière. Il y a plein de sujets comme ça qu'on pourrait... Moi, quand j'ai passé mon diplôme de naturopathie, quand je me suis formé, c'était purement égoïste, en fait. C'était pas pour prendre en charge des gens, c'était pour moi et c'était pour ma famille. On n'a pas de médecin dans la famille. Et on voulait un référent, en quelque sorte. Enfin, je voulais qu'on ait un référent qui puisse, quand il y a des problématiques, parce que moi, mes parents vieillissants, je me suis dit que c'est pas possible, je pouvais pas compter uniquement sur le système de santé. Il faut des référents dans chaque famille, peut-être. Les Asiatiques, ils sont très pragmatiques. Hein. Dans une famille asiatique, il y a un notaire, un médecin. Non, mais c'est hyper intéressant de faire ça, en fait. Un microcosme. Un microcosme, voilà. Et en fait, on doit, à mon sens... se réallouer certaines tâches pour pouvoir réoccuper certains postes qu'on a délégués à l'État, à la société, et l'éducation de nos enfants pour la santé, pour moi, c'est évident. Sinon, pour des sujets un peu plus globaux, pour ou contre un consensus européen sur les dosages maximum et les ingrédients autorisés dans les compléments alimentaires? Contre, parce que en standardisant tout, on va faire perdre la liberté qu'ont certains pays sur certains dosages et sur certains compléments alimentaires. Si on standardise tout, faut pas croire qu'on va standardiser à la hausse. Hein. On va au contraire interdire le maximum de choses. Et pour faire le parallèle avec la naturopathie en France, c'est ce qui risque d'être fait. Hein. Ils veulent standardiser la naturopathie en France. En fait, la naturopathie, elle va perdre beaucoup de son essence en étant standardisée parce qu'on va vouloir faire des choses qui sont science-based à 100%, qui sont validées par la science. Sauf que, par exemple, prenons l'exemple des plantes, il y a des plantes qui fonctionnent, on le sait, par la tradition, mais qui sont pas, soit interdites, soit certains dosages sont interdits, parce qu'il n'y a pas les études qui prouvent que ça fonctionne. Mais il n'y a pas les études qui prouvent que ça ne fonctionne pas, parce que les études ne sont pas faites. Parce que faire une étude sur un complément alimentaire, qui va payer ça ?
qui va payer ça. La majorité des études dans le monde médical sont faites par les labos pharmaceutiques parce que c'est eux qui ont le financement et qui peuvent se permettre de faire des études pour valider tel ou tel produit. Et pour les compléments alimentaires, malheureusement, c'est pas le cas. Je vois de plus en plus de mutuelles qui remboursent les consultations en naturopathie. Et toi, t'es pour ou contre? Si, génial. La thérapie manuelle, l'ostéopathie, comme l'ostéopathie, la kiné, etc. Pour moi, c'est au même niveau que la naturopathie. Et la naturopathie, ça devrait être... Si on était dans un pays qui s'intéressait à la prévention, il y aurait une partie des consultations qui serait prise en charge par la sécurité sociale. Mais il faudrait le budget, etc. Ouais. Crise économique, crise financière, ça va être compliqué. Et qu'est-ce que tu penses enfin d'un diplôme de naturopathie en cursus universitaire classique? Ce serait super. Ce serait super de standardiser ça et d'avoir des exigences bien plus élevées. Après, comme ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça nivelle les connaissances vers le bas, ou en tout cas, il faut pas que ça enterre certaines connaissances, certaines méthodes qui pouvaient être utilisées traditionnellement, qui peuvent fonctionner dans une certaine mesure. Après, pourquoi pas limiter les allégations de certaines thérapeutiques pour que les personnes n'aient pas non plus des attentes trop importantes. Si vraiment tout le monde, si on veut plaire à tout le monde, bah, peut-être que, prenons l'exemple des bains froids, j'en sais rien. Bon, bah, dire que, au lieu de dire que les bains froids améliorent le système immunitaire, on dirait uniquement le bain froid soulage les douleurs articulaires. Voilà. Ça pourrait être une bonne chose si c'est bien fait, ce serait génial. Qu'on essaye de standardiser sur les mêmes critères que l'Allemagne ou la Suisse, où là, le naturopathe, il est considéré comme un petit médecin, on va dire ça comme ça, pas comme un charlatan, et que la personne, le client puisse, enfin le patient puisse, consulter un naturopathe ou un médecin allopathe sans avoir honte d'aller consulter un naturopathe et sans le cacher à son médecin. Parce que beaucoup de gens font ça. Hein. Beaucoup de gens ne disent pas à leur médecin qu'ils ont consulté un naturopathe. Et beaucoup de gens, quand ils disent à leur médecin qu'ils ont consulté un naturopathe, c'est la leçon. Juger, c'est la leçon. Mais parfois même, ça peut être des réactions beaucoup plus virulentes, comme par exemple des médecins qui refusent de continuer le suivi avec leurs patients parce qu'ils voient un naturopathe ou parce qu'ils mettent en place un protocole avec un naturopathe. Donc, alors heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça, mais on en est à ce point-là. En tout cas, merci pour ta sincérité. Je sais que c'était des questions un peu délicates, un peu difficiles, mais c'est vraiment précieux pour tout le monde. Alors moi, j'ai aucun problème à répondre. Tu pourrais aller creuser beaucoup plus loin. Après, c'est juste pour pas que le podcast soit censuré. Tu vois, c'est juste ça. Non, moi, mais j'assume tous mes propos. C'est vrai que même nous, on est une marque de compléments alimentaires, mais je trouve que on essaye aussi d'aller un peu plus loin et de pouvoir éduquer et de pouvoir apporter aussi toutes ces connaissances dans la naturopathie aux personnes qui ne sont pas encore au point de vouloir consulter ou de vraiment se faire accompagner, mais juste c'est bien d'avoir toutes ces informations-là. En tout cas, merci pour tout. Bah, merci beaucoup. En ce qui nous concerne, les gens qui nous regardent, si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Je vous dis au revoir. Merci, à bientôt.